s'enflamme, il s'insurge, il parle avec émotion. Francis Gosselin. On parlait hier du baromètre des personnalités politiques avec l'ami Nick Payne. On va continuer un peu sur cette lignée-là, mais peut-être pour parler d'un incident particulier. Il y a une ligne entre ne pas aimer un politicien, le dire à Jean-Marc Léger quand il nous appelle, et apostropher et attaquer des politiciens dans la rue. C'est pourtant ce qui est arrivé à Justin Trudeau lors d'un voyage là, il y a quelques jours en Colombie-Britannique. Nick Payne, salut, déjà. Salut Francis. Ben Qu'est-ce que tu penses de cette anecdote, à la limite? Comment vois-tu, justement, cette escalade, on pourrait dire, entre Justin Trudeau et les Canadiens? Oui, parce que Trudeau est évidemment dans la cave, dans ce palmarès de l'appréciation qu'on a des politiciens. Puis là arrive cette affaire-là. Donc, c'est une dame qui, si je comprends bien, là, appartient à une certaine mouvance critique des mesures sanitaires pendant la pandémie, qui en veut beaucoup à M. Trudeau pour ça. Je la décris grossièrement, là, mais il semble que ce soit ça. Elle s'est donc filmée avec son téléphone en marchant vers M. Trudeau dans le stationnement d'un centre de ski pour aller l'invectiver. M. Trudeau, allez-vous-en de la Colombie-Britannique, ajoute à ça quelques mots d'église ou mots disgracieux, quelque chose comme ça. Elle trouve ça formidable, elle s'en vante, bon, on voit la vidéo, certains la félicitent sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que j'en pense? Tu sais, l'été dernier aussi, il y a un journaliste, je ne sais pas si je dois mettre le mot entre guillemets, je ne sais pas s'il est réellement journaliste, techniquement parlant. On peut dire qu'il, s'il se déclare journaliste, on va lui donner ce titre-là. Si je pense alors bien, j'y vais. Même que le gars le journaliste de Rebel News, ouais, c'est ça. Okay, c'est ça, qui était allé apostropher Trudeau pendant ses vacances sur la plage, là, probablement à Tofino, là, en Colombie-Britannique. Ces gens-là, ils sont dans un univers où Trudeau, en l'occurrence ici, mais d'autres leaders politiques, là, sont à ce point criminels. Hein? Ils les voient comme ça. Là. Ils travaillent en sous-main pour le forum de Davos, puis ils sont en train de nous emberlificoter dans un complot terrible, qu'ils croient justifier. Ça, ouais. Oui, mais tu dis ça, puis c'est pas pour rire, là. Il y en a beaucoup qui croient ça là-dedans. Ben, alors, tu me permettras un petit éclat quand même, mais oui, je te... Mais bien sûr. Puis moi, quand je dis ça, je ne veux pas faire l'amalgame entre ceux qui sont dans ces extrémités-là et les autres critiques des mesures sanitaires, beaucoup plus nombreux. Là. Je tiens à le dire, qu'on ne m'accuse pas de traiter tout le monde de complotiste. Mais il y en a qui le sont suffisamment pour penser que des gestes comme ceux-là sont justifiés, justifiables et voire même insuffisant. Je me suis fait répondre ça sur les réseaux sociaux lorsque j'ai commenté cette affaire. Je me suis fait dire, franchement, il mérite encore pire que ça, Trudeau. Moi, ma question, c'est, qu'est-ce qu'il mérite d'après vous? Jusqu'où est-ce qu'on peut aller dans l'intrusion dans la vie privée, éventuellement dans l'agression, peut-être dans la violence, parce qu'on pense ceci ou cela d'un homme politique. Alors, cette femme avait le droit de faire ce qu'elle a fait. Moi, je suis pas la police. Mais je pense que, et Dieu sait que, Francis, c'est pas un admirateur ni un amoureux de Justin Trudeau qui te parle, là. Non. Mais néanmoins, je pense qu'on va trop loin quand on entre dans la vie privée des gens comme ça. À la limite, va dans une ligne de piquetage, va militer à l'entrée du Parlement, crie des insanités à M. Trudeau, si tu veux, dans un contexte comme celui-là. Mais partir à sa suite dans sa vie privée pour lui crier des injures, moi je trouve que ça va trop loin parce que après, qui décide, qui est l'arbitre des politesses, là, jusqu'où on va aller avec ça, jusqu'où c'est justifiable. Alors, moi, là-dessus, non, je suis pas d'accord avec ça. Après, encore une fois, je n'ai pas à décider de qui a le droit de faire quoi là-dedans. La loi doit s'appliquer. Si cette dame avait transgressé la loi, on aurait pu éventuellement l'inquiéter pour ça. C'est pas le cas. Elle va l'invectiver, lui dire ce qu'elle pense. Et c'est là où je suis intéressé de t'entendre, Nick, parce que ultimement, même sur la notion de vie privée là, d'un homme politique comme Justin Trudeau, je veux dire, puis tu sais, je dis pas qu'il faut rentrer dans sa chambre à coucher, mais je veux dire, il existe-t-il, puis c'est une vraie question, puis j'ai pas de réponse à présupposer, mais il existe-t-il une présomption qu'un homme politique de cette trempe, là, qui est quand même le leader
mineur de 40 quelques millions de personnes a le droit de se retrouver dans l'espace public et d'être à l'abri des Canadiens. Là. Tu sais ce que je veux dire? Je propose pas qu'on rentre chez lui, mais je dis une fois qu'il sort de la maison, il me semble, encore une fois, il est toujours un personnage public. Tu comprends? Il est toujours notre chef d'État. Et en ce sens, je dis pas que je vais aller moi-même lui dire ce que je pense, mais il me semble qu'il s'y expose à tout moment. Et je tire comme toi la ligne à la violence physique. Mais je veux dire, le problème, évidemment, et surtout avec M. Trudeau en particulier, ce qui m'a fâché pas mal, c'est que ces derniers jours, il a annoncé qu'il annulait toutes ses participations dans l'espace médiatique, ce qui, en mon sens, est presque aussi grave que de se faire invectiver par une dame dans un centre de ski. C'est-à-dire, tu as la responsabilité, l'obligation de rendre des comptes, de répondre aux questions des journalistes, de t'expliquer sur le bordel que tu es en train de faire. Si t'as pas les couilles de venir le faire au micro de Francis Gosselin ou d'un autre, ben attends-toi que les gens dans le parking du centre de ski vont le faire. Tu comprends? Puis, d'une certaine façon, il appelle M. Trudeau en refusant de s'adresser à nous, à ceux et celles qui l'ont mis là, à nos questions, et tu comprends, de justifier ses actes. Comme je te dis, j'essaie pas de gagner sur toi, mais je trouve juste... Non, ton plaidoyer est excellent, puis j'y adhère en totalité, à vrai dire. Moi, ce que je condamne plutôt, c'est, c'est le contenant ici. C'est-à-dire que si madame était allée dans le stationnement, lui poser une question, pourquoi vous avez fait telle affaire? Partez donc, parce qu'on vous a assez vu, on est tanné de votre wokisme. Là encore, moi, ça me va. C'est l'injure. L'insulte, je trouve que ça tire le débat vers le bas, puis c'est pas nécessaire, ça ne construit rien, ça ne donne rien. Mais ce n'est que mon sentiment par rapport à ça. Je ne pense pas qu'elle ne devait pas le faire et qu'elle ne pouvait pas le faire. Puis les frontières sont floues par ailleurs. Est-ce qu'il est là dans sa vie privée au moment où il est dans un centre de ski? C'est pas exactement la même chose que s'il va dans un centre d'achat pour serrer des mains puis distribuer des calendriers de sa famille pour le temps des fêtes, tu vois, avec des photos de ses enfants ou que sais-je. Alors, tout ça est un peu... je pense qu'on pourrait... Et c'est là où mon point, puis encore là, j'arrête là-dessus, mais ce qu'il n'a spécifiquement pas fait depuis le 16 décembre, là, il n'a fait aucune apparition centre d'achat ou autre. Donc, il a mangé des Hot Ones là, l'avant-veille, là, je pense, là, mais tu vois. Bref, je m'arrête là-dessus. Nick, tu nous as fait il y a 10 jours des mots de l'année. J'ai bien aimé l'exercice et il nous en restait un qu'on n'avait pas couvert et j'étais intrigué de t'entendre là-dessus. Je crois que c'était au début, première moitié de l'année, Gabriel Nadeau-Dubois nous a dit, ou a dit à ses propres troupes, mais directement à tous les Québécois, qu'il était temps que Québec solidaire sorte de l'adolescence, là, en d'autres termes. Et le mot qu'il utilisait pour décrire cette transition, c'était le pragmatisme. Et j'aimerais bien t'entendre sur ce mot, pragmatisme. Un autre isme de l'année. Après isme de l'année 2024. Le wokisme et l'entrisme qui sont peut-être... Alors, tu as eu le masculinisme aussi. Mais le pragmatisme de Gabriel Nadeau-Dubois, je reviens sur la définition du dictionnaire que je cherchais pendant que tu me parlais. Doctrine selon laquelle n'est vrai que ce qui fonctionne réellement. C'est intéressant quand même comme concept. On pourrait dire plus largement que en politique, en tout cas, le pragmatisme, c'est une forme de réalisme. C'est de cesser de courir, de se battre contre des moulins à vent, puis d'essayer de faire des choses qui marchent puis qui vont donner des résultats concrets. C'est un peu ça le pragmatisme en politique. Après, tu peux avoir des proportions, un dosage de pragmatisme et de rêve en politique. Hein? Il y en a un qui disait, on a prêté cette citation à De Gaulle puis à Churchill puis aux uns aux autres, mais en fait, ça vient de Marcel Pagnol. Il disait, et je paraphrase, tout le monde savait que c'était impossible, puis il y a un con qui est arrivé qui ne le savait pas, puis lui, il l'a fait. Alors, oui, des fois, il faut brasser la cage puis pousser plus loin que ce qu'on croit réaliste et réalisable. Mais là, dans le cas de Québec solidaire, la question est de savoir où est-ce qu'on met le curseur. Et c'est un parti, je le rappelle, là, pour ceux qui l'auraient oublié, mais qui a toujours dans son programme la nationalisation de grands pans de notre économie, hein, partielle ou complète, les mines, les forêts, l'énergie, les régimes de retraite, la parité homme-femme obligatoire par la loi dans le Conseil des ministres, dans toutes les candidatures de tous les partis politiques, par exemple, le droit de vote accordé aux immigrants, aux immigrantes qui sont ici depuis moins de, etc., etc. Ça continue comme ça, il y en a beaucoup. Il n'a pas changé ce programme-là. Alors, Nadeau-Dubois
voulait-il vraiment changer les choses, amener QS, Québec solidaire, vers un programme plus réaliste, plus réalisable, ou est-ce qu'il voulait, comme souvent c'est le cas pour les partis politiques, les mouvements politiques qui souffrent d'une certaine déconnexion avec le réel ou avec l'électorat, simplement changer la façon de porter le message. Hein? On n'a pas assez bien communiqué, on va se offrir une image de respectabilité plus grande. Moi, j'ai l'impression que c'est surtout par là que voulait passer Nadeau-Dubois. Et là, pas de bol. Arun Boisy arrive puis te casse tout ça en morceaux d'un coup de hache avec la doctrine, les préceptes de la diversité plus. Tout le monde est raciste tout le temps. L'Assemblée nationale dit que le noir et l'autochtone et le maghrébin sont dangereux, ont une culture dangereuse et inférieure. Comprends-tu, là? Tout ça a fait voler en éclats tous les timides premiers petits pas qu'essayait de faire QS pour se réhabiliter. Et puis, évidemment, ça survient après l'épisode Émilie Lessard-Terrien, qui elle-même, on le sait. J'allais te demander justement là-dessus, Nick, parce qu'en fait, l'appel au pragmatisme de Gabriel Nadeau-Dubois survient après la démission. Après sa démission. Et j'ai toujours, encore une fois, je l'ai jamais dit, parce que c'est pas, moi, je suis pas un analyste politique, mais j'ai toujours trouvé que c'était quand même une attaque que faisait Gabriel Nadeau-Dubois envers Émilie Lessard-Terrien en disant, puis tu sais, je veux pas casser du sucre sur le dos, elle est maintenant collègue, elle écrit dans le Journal de Montréal, mais tu sais, sa lettre de démission là, sur les entrailles de la terre, là, puis la poésie de la politique, comme... OK, mais on pourrait pas être plus loin du pragmatisme, là, tu comprends? Au sens, il y a quand même des gens qui ont faim, puis de l'itinérance, puis des vrais problèmes économiques et sociaux au Québec. Fait que les entrailles de la terre, là, puis la poésie, là, c'est important, là, mais absolument, mais c'est ça, il faut voir d'où la déconnexion là, de cette leader politique dans sa... Voilà, on voyait à l'œuvre la rencontre de deux camps à Québec solidaire. Donc, Lessard-Terrien avait été élue comme étant la candidate dorionniste. Hein? Elle se montrait, elle se collait aux propos de Catherine Dorion. Un nouvel isme, celui-là aussi. Ah oui, un nouvel isme aujourd'hui. Ou dorionisante, on pourrait dire, mais bon, avec la poésie, puis cassons le moule, puis la politique à l'ancienne, c'est plus bon, puis tout ça. Bref, tout ce propos sur la nouvelle façon de faire de la politique, qui, soit dit en passant, est aussi vieux que la politique. Là, il y a rien de nouveau dans le fait de dire que nous, on va faire de la politique. Donald Trump est une nouvelle façen de faire de la politique. Là. Ça, c'en est une très nouvelle, celle-là. Oui, singulière, on pourrait dire. Et surprenant de nouveautés. Et donc, l'appel au pragmatisme n'a pas résonné. N'a pas marché. Non, ça n'a pas marché, puis il faudra voir les preuves dans le programme, vois-tu? Pour l'instant, dans le programme et éventuellement dans la campagne, là, qui, est encore lointaine en ce qui concerne le Québec. On parle de 2026 au plus tard, mais il y a de bonnes chances qu'au courant 2025, les partis, avec le Parti libéral, par exemple, qui va nommer son nouveau chef, on va voir à la CAQ qui reste et qui part. Je sais, par exemple, que Christian Dubé avait mentionné qu'il ne souhaitait peut-être plus briguer un nouveau mandat, mais donc, les cartes, l'échiquier va se placer en 2025. Il faudra voir Québec solidaire, qu'est-ce qui nous pondent comme nouveau programme. J'ai une hypothèse, Nick, j'aimerais t'entendre là-dessus en terminant, mais j'ai quand même le sentiment que pour beaucoup de solidaires, la posture de troisième parti d'opposition est confortable. C'est un refuge anticapitaliste, réactionnaire, toujours en opposition à... et donc, cette absence d'aspiration, tu disais comment ce qui fonctionne réellement, là, ta définition du pragmatisme, on sait que ça marchera jamais, mais l'objectif, ce n'est pas que ça fonctionne, au contraire. Là, tu nous ramènes... si ce confort-là, dans lequel se situe quand même un grand parti des solidaires, ne va pas mener éventuellement à la disparition pure et simple de ce parti, ou du moins son affaissement lors d'élections. Ou alors une espèce de NPD du Québec, perpétuellement dans l'opposition, très satisfait d'avoir raison, et puis de temps en temps, en cas de gouvernement minoritaire, peut-être capable de faire avancer un peu ses idées. Mais tu nous ramènes au débat qui a cours à Québec solidaire entre ces deux ailes, parce que l'idée de dire est-ce qu'on est pragmatique plus ou moins, c'est aussi l'idée de dire est-ce qu'on veut vraiment aspirer au pouvoir ou est-ce qu'on préfère être dans l'opposition puis critiquer les autres à partir d'une posture morale, une posture absolue, une posture de perfection. Ils ont le droit de faire ça, hein. C'est pas
j'allais dire, il n'y a pas de saut métier, il n'y a pas de mauvaise façon d'être un parti politique. Le bloc à Ottawa est à la limite d'une façon très différente, mais là, en fait, ils seront jamais le gouvernement, n'est-ce pas? Non, puis c'est un très bon filon politique parce que tu n'as jamais de bilan à défendre, tu n'as aucune responsabilité. Ce serait pareil pour Québec solidaire, comme tu dis, dans un autre registre. Mais oui, la question se pose, et moi, je pense que pas toujours consciemment, certains à QS préfèrent, au fond, les banquettes capitonnées de l'opposition. Ouais, le fonds de pension. C'est intéressant et je m'interroge, en fait, parce que le peu que je sache et que je connaisse Gabriel Nadeau-Dubois, j'ai la conviction que lui, il aimerait être premier ministre du Québec éventuellement. Et manifestement, avec cette formation politique-là, en l'état, on va dire ça comme ça n'arrivera jamais. Donc, est-ce que son ambition, disons, qui est un peu personnelle, là, mais je pense aussi bien fondée, là, c'est-à-dire, je crois qu'il souhaite, en tant que premier ministre, implanter des valeurs et tout, est-ce qu'il va rester, Gabriel Nadeau-Dubois, au terme d'une prochaine élection, par exemple? Tu as l'air de le connaître mieux que moi. Place, ouais. Oui, moi, en tout cas, je ne le connais pas personnellement, mais des fois, j'ai l'impression qu'on prête trop de pragmatisme à Nadeau-Dubois. Il est entré en politique à QS en tenant le discours de Jean-Luc Mélenchon, le discours dégagiste du Mélenchon de 2016, 17, 18. Allez-vous-en, vous êtes tous pourris, la vieille génération nous a roulés, nous a trompés, nous, on va faire les choses différemment. C'était ça, Mélenchon, là, avant d'être ce qu'il est aujourd'hui. Puis Nadeau-Dubois était très, il l'aimait beaucoup. Il l'avait invité au congrès de QS, et puis Mélenchon l'a planté là à la dernière minute. D'ailleurs, ça doit être une grande blessure pour narcissique pour Nadeau-Dubois. Mais donc, moi, je ne suis pas certain qu'il aspire à ce point-là. Ou alors, écoute, il faudra qu'il passe au Parti libéral, comme en disent certains, pour le narguer un peu. Évidemment, c'est pas un parti souverainiste, mais QS l'est-il vraiment? Je prendrai pas de pari là-dessus et je ne prendrai pas l'hameçon que tu me tends sur Jean-Luc Mélenchon non plus, Nick Payne. C'est tout le temps qu'on avait, mais je te remercie d'avoir été là tout au long des fêtes avec nous. Ça a été un immense plaisir d'échanger avec toi. Je te souhaite une bonne année. J'ai vu les photos de ta belle famille aujourd'hui sur les médias sociaux, donc je les salue aussi. Puis on se retrouve dans la nouvelle année pour de nouvelles aventures. Je salue la tienne, celle de tous nos auditeurs. Bonne année à vous tous. Merci à toi, vraiment. Merci Nick. À bientôt. Un plaisir.